Bonjour, je suis étudiante au doctorat en éducation à la petite enfance à l'Université de Moncton et je vous présenterai ici le modèle conceptuel théorique développé pour ma recherche doctorale. Cette étude se déroule au sud-est du Nouveau-Brunswick, seule province officiellement bilingue du Canada. Selon les données du recensement de 2016, 2 personnes sur 5 seraient de langue maternelle française et près de 100 langues différentes, incluant des langues autochtones, seraient parlées dans la région. Alors que l'accès aux écoles de la minorité est régi par l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, au niveau de la petite enfance, les parents peuvent choisir un service de garde dans l'une ou l'autre des 2 langues officielles ou encore inscrire leur enfant à une garderie bilingue. Cette thèse s'inscrit au cœur des champs de recherche de l'éducation à la petite enfance en contexte minoritaire et de la sociolinguistique. Plus précisément, l'approche de recherche en politique langagière familiale. Les études ont montré que l'acquisition des langues chez le jeune enfant peut prendre de différentes formes et qu'elle dépendrait en grande partie du contexte sociolinguistique. Ainsi, de nombreux facteurs entreraient en jeu lorsque viendrait le temps de faire des choix langagiers pour ces enfants. Afin d'élaborer mon propre modèle théorique, je me suis appuyée sur la théorie socioculturelle de Vygotsky, qui aiderait à comprendre le rôle crucial qu'ont les parents dans le processus de socialisation langagière du jeune enfant. D'abord, en tant que premier éducateur, puis comme passeur culturel et modèle langagier, les parents reflèteraient les valeurs et les choix liés à leur propre culture. Ensuite, je m'inspire d'une partie du modèle du comportement langagier autodéterminé et conscientisé de Landry et ses collègues, le fameux modèle CLAC, qui propose que les comportements langagiers d'un individu, des parents pour le contexte de cette étude, seraient influencés par leurs expériences ou vécus ethno-langagiers. Enfin, le modèle écosystémique de Bronfenbrenner, repris par Bigra et ses collègues en 2020, aiderait à mieux saisir les influences exercées par l'environnement de l'enfant et sa famille sur son acquisition langagière. Comme vous le savez, ce modèle repose sur le postulat que le développement et les comportements d'un individu, parent ou enfant, seraient le produit des influences multidirectionnelles et continues entre celui-ci et son écosystème, qui est vu comme un ensemble de contextes interreliés les uns aux autres. Donc, à la lumière des écrits en sociolinguistique, en politique langagière familiale et en éducation en milieu minoritaire, j'ai tenté de développer un modèle théorique de facteurs écosystémiques qui influencerait l'acquisition des langues du jeune enfant grandissant dans un contexte multilingue anglo-dominant. Parmi ces facteurs, le vécu, les comportements et le type d'idéologie langagière des parents sembleraient jouer un rôle particulier, notamment dans les choix langagiers qu'ils comptent effectuer pour leurs enfants. Les recherches montrent également que le milieu socio-institutionnel, les caractéristiques des contextes éducatifs et celles de la communauté dans laquelle se trouvent les familles affecteraient indirectement l'acquisition d'une ou de plusieurs langues par l'enfant. Il est présumé que le statut de chaque langue au sein d'une communauté aurait une incidence primordiale sur l'accès des familles aux services, puis au matériel culturel et éducatif dans ces langues, mais aussi sur l'usage que les parents en font et leur comportement langagier dans leur communauté. Selon ce modèle théorique, l'acquisition des langues par l'enfant serait directement tributaire de son microsystème, soit son environnement langagier familial, l'établissement ou non d'une politique langagière à la maison et des choix langagiers que ses parents feraient pour lui. Cette acquisition serait aussi affectée par son mésosystème, soit les comportements langagiers entre sa famille et sa communauté, le vécu langagier de ses parents, puis les idéologies qu'entretiennent ses parents et les membres de son entourage concernant les langues et leur usage. Plus indirectement, l'enfant serait influencé par son exosystème, représenté dans ce modèle par l'accès aux services périnataux et à la petite enfance, puis à du matériel culturel et éducatif dans sa langue maternelle. Ces 2 derniers facteurs, quant à eux, dépendraient du statut qu'aurait chacune des langues dans son milieu de vie, ce qui relèverait du macrosystème. L'objectif principal de ma thèse est de comprendre en quoi l'environnement sociolinguistique de futurs et de nouveaux parents vivant dans la région canadienne multilingue anglo-dominante du sud-est du Nouveau-Brunswick influencerait leur comportement langagier, les choix envisagés ou effectués pour leurs enfants et ultimement la transmission langagière et l'acquisition des langues de leurs enfants d'au plus 3 ans. Cet objectif m'amène à me poser 3 questions spécifiques. Quelles sont les expériences et les comportements ethno-langagiers des parents à l'étude? Quelles sont leurs perceptions et croyances concernant l'acquisition des langues par leurs enfants?
et en quoi leur vécu, comportement et représentation langagière pourraient influencer les choix langagiers qu'ils envisagent et ou qu'ils effectuent pour leurs enfants. Pour répondre à ces questions, j'ai opté pour une double posture épistémologique, à la fois pragmatique et socio-constructiviste. Et j'utilise une méthodologie mixte par modèle transversal séquentiel explicatif. Cette recherche se déroule donc en 2 phases de collecte de données, sous forme séquentielle, et utilise 3 principaux instruments. Parce que l'étude se veut transversale séquentielle, 2 questionnaires à parier ont été administrés virtuellement dans les 2 langues officielles entre juillet et mars dernier. 27 futurs parents en attente d'un enfant ont répondu au premier questionnaire et 99 parents d'enfants entre 0 et 3 ans ont répondu au second, pour un total de 126 répondants. Pour faire comme s'il s'agissait du même groupe interrogé à 2 temps différents, seulement quelques infimes parties ont été modifiées d'un questionnaire à l'autre. La deuxième phase de l'étude s'est déroulée entre la mi-janvier et la fin mars de cette année, soit 7 entrevues de couple avec des futurs parents et des nouveaux parents qui se sont portés volontaires après avoir répondu à un des questionnaires. Il s'agit de la partie séquentielle explicative, parce que les discussions servent à approfondir les réponses données au questionnaire. Enfin, j'ai noté mes impressions et réflexions tout au long des phases de collecte et d'analyse de données dans le journal de la chercheure. En conclusion, j'espère que l'explication de ce modèle conceptuel théorique était claire pour vous. Comme on dit en Acadie, je suis right fière d'avoir réussi à effectuer ma collecte de données malgré la pandémie et surtout très emballée de me plonger dans l'analyse proprement dite. Merci à mes directrices Marianne Cormier et Nathalie Bigras, ainsi qu'à toute l'équipe qualité des contextes éducatifs à la petite enfance pour leurs précieux conseils.